Le premier invité de cette émission, c'est Daniel Castel, qu'on connaît beaucoup plus en tant que Émile Saveur, le traiteur de Montauban, et qui a bien connu Jean-Michel Stewart. Il m'a fait le plaisir et l'honneur de répondre à quelques questions et d'évoquer les souvenirs qu'il garde de Jean-Michel Stewart. Alors Daniel Castel, merci déjà de m'accueillir. Merci et bonjour, et puis merci surtout de m'inviter pour parler de Jean-Michel Stewart, qui est effectivement quelqu'un d'exceptionnel. En prélude, je suis effectivement passionné par le domaine de la radio, et il y a trois personnes qui m'ont donné envie de faire de la radio. Il y a eu Georges Lourier, ça ne va pas dire grand-chose à beaucoup de monde, mais c'est un personnage ô combien important sur l'antenne de France Inter à l'époque, qui était un homme public, qui avait énormément de succès. Jean-Pierre Foucault et Jean-Michel Stewart. Voilà trois personnes qui m'ont réveillé la passion, parce que je crois que l'animation, la radio, toutes ces choses-là, c'est des passions qui sont souvent enfouies, qu'on aime, et puis il y a des gens comme ça qui vont nous les extérioriser, et après on va les exploiter. Donc au travers de Jean-Michel, ce que j'ai pu le connaître à l'époque, en fait, et de quelle façon je l'ai connu, c'était à l'époque de Sud, quand il était animateur. Alors, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il avait commencé ses premières âmes à Radio Andorre, mais je ne suis pas tout à fait certain, dont un autre personnage, Alain Chabat, a commencé aussi à Radio Andorre. Et donc, comment je l'ai connu? D'abord parce que c'est un Tarn-et-Garonnais d'origine, et puis en même temps j'étais cette espèce de groupie qui appelait souvent la station pour connaître des morceaux musicaux, enfin etc. Et donc on avait facilement à l'époque les animateurs, on pouvait discuter avec eux, et donc je me suis rendu à Andorre, au 7 avenue Méritchen, où c'est qu'il y avait les studios, et puis aussi à Toulouse, où rue Alsace-Lorraine, il y avait le premier studio français de Sud Radio. Donc au travers de ça, j'ai pu connaître Jean-Michel et effectivement avoir des relations très sympathiques, un garçon chaleureux, amical, qui débordait de joie, et surtout un énorme professionnel qui, au travers de ces années radio, de ses premières années radio, et d'où son nom d'ailleurs, Jean-Michel Stewart, qui effectivement Jean-Michel de Florency, mais Stewart, je pense que c'est peut-être sous-jacent à ce qu'il voulait faire à un moment donné dans l'aviation. Donc je ne l'ai jamais demandé, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et au travers de ce personnage, j'ai aimé la radio passionnément. Je suis allé maintes fois en Principauté d'Andorre pour le rencontrer. Après, je le rencontrais effectivement sur d'autres lieux d'animation que l'on pouvait voir au travers de l'ensemble, parce qu'à l'époque, justement, les radios périphériques sortaient beaucoup, il y avait des tournées d'été, il y avait tout un tas d'animations qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, et c'était quand même quelque chose qu'on sentait chez lui, le besoin d'aller au-devant du public. Et ton meilleur souvenir, si tu avais un seul souvenir à retenir sur Jean-Michel Stewart, d'une rencontre avec lui, c'est la meilleure anecdote, ton meilleur souvenir, c'est quoi? Alors là, la meilleure anecdote de Jean-Michel, c'est à Caussade. À Caussade, parce qu'il animait la cavalcade de Caussade, donc avec la station, et à l'époque les voitures c'était des idées ou des DS, enfin je ne me rappelle plus laquelle c'était, et pour qu'on puisse le voir, pour qu'il puisse, je dirais, exploser dans son animation qui était extraordinaire, eh bien, il sortait par la fenêtre de la voiture, il s'asseyait sur le rebord, et tout au long de l'après-midi, il faisait l'animation de la cavalcade de Caussade, et ça c'était génial. Moi je veux dire, c'est quelqu'un que je suivais énormément, et j'avais trouvé, je trouvais ce comportement, comment dirais-je, cette proximité avec l'ensemble des gens, avec les spectateurs, ça c'était vraiment extraordinaire. Et ça c'est le plus beau souvenir que j'ai de Jean-Michel. Merci beaucoup Daniel. De rien, avec plaisir. Le deuxième invité habite également Montauban. Il s'appelle Patrick Charles, et pour tout vous avouer, c'est lui qui m'a appris à me servir de ma première table de mixage, à parler au micro. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'il m'a appris tout ça.
et je le remercierai jamais assez. Il est là pour parler de Jean-Michel Stewart. J'ai le plaisir de recevoir dans l'émission Flashback en hommage à Jean-Michel Stewart, quelqu'un qui a connu Jean-Michel Stewart lorsqu'il faisait de la disco mobile, lors des débuts de la disco mobile en France. Il s'appelle Patrick Charles, et on se connaît depuis bientôt à peu près 30 ans, si je me souviens bien. 30 ans, ouais. Patrick, merci d'être présent pour cette émission consacrée en hommage à Jean-Michel Stewart. Donc, c'est avec plaisir. Alors, je voulais savoir comment tu as rencontré Jean-Michel Stewart, dans quel domaine étais-tu et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, quand je suis sorti de l'armée, j'ai fait un an d'armée, et donc, bon, je ne sais pas trop quoi faire. J'avais un petit diplôme d'électricien, mais bon, ça me plaisait pas. Puis la musique, elle me plaisait bien. Et puis j'avais un concept de faire amuser les gens, de faire danser. Oui. C'était bien ça aussi. Alors, avec 2 autres copains, on s'est acheté un peu de matos, mais vraiment léger. Hein. Ouais. On a commencé à faire des booms pour les amis, comme ça. Et puis, de fil en aiguille, c'était aux environs des années 77, par là. Ouais. 1977. Ouais. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à faire des réceptions, des mariages, des balles disco. On était les premiers en temps de grande à le faire, ça. Je tiens à le signaler. Et donc, le fric qu'on gagnait, on réinvestissait dans le matos. Et j'avais la revue Sono, tu sais, Sono, Oui, le magazine. oui. Puis là, il y avait Jean-Michel Stewart qui faisait des chroniques de temps en temps. Voilà, avec son nouveau matériel. Voilà, ceci, cela. Et puis, il a eu vent qu'on faisait pas mal de choses. Il a eu vent, tu vois, parce qu'il a la famille ici. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, moi, je l'ai contacté parce qu'il voulait justement, pas dire créer un syndicat, mais rapprocher les gens qui font de la disco. Essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire que fédérer Ouais, ce travail, quoi. Voilà, Voilà. exactement. Voilà. Et il a eu l'idée de faire comment on appelle ça, un rendez-vous, il a donné rendez-vous à tous ceux qui voulaient participer à ça, ce genre de choses, au Golf Drouot. Golf Drouot, donc, à Paris. Ouais, c'était Jean-Marie Leproux qui le tenait. Oui. Il tenait parce qu'il n'y a plus longtemps, le Golf Drouot, il a été détruit. Mmh. Et donc je suis monté à Paris, tout seul, comme un grand, en train. Et voilà, j'ai connu Jean-Michel Stewart, là. Donc d'une soirée sympa d'ailleurs, il y a plein de gens qui faisaient la disco. C'était vraiment sympa. Hein. Une soirée où on a bien discuté avec lui, et il était content. Il savait ce que je faisais, parce qu'il me dit j'ai mes oreilles, j'ai des grandes oreilles. Il me dit, Ah bon. il me dit, mais c'est bien, il me dit, c'est très bien comme ça, allez-y, faites, il faut que ça. C'est une autre façon de faire danser, parce qu'autrefois c'était les orchestres qui faisaient danser. Oui. Et voilà, bon, c'est une disco mobile, voilà, la discothèque se déplace, comme on dit. Voilà. Et c'est très bien comme ça, hein, et ça a démarré fort. Après, bon. Après, il y a beaucoup de péripéties. Mais j'ai gardé contact. Alors, si je voulais retrouver, je sais où il était amené, mais je ne l'ai pas retrouvé. Bon, J'avais la carte, on a fait une carte de membre. Oui. Putain, je ne l'ai pas retrouvé. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais autrement. C'est de la radio, c'est pas de la télé, je signale quand même. Ah non, mais c'est pour te montrer les archives que j'avais. Ouais. Bon, voilà. Ah, tout le monde garde des archives d'ailleurs. Moi, je garde beaucoup les choses aussi. Voilà, moi aussi, je garde beaucoup de choses, moi aussi, justement. Donc, toi, Jean-Michel Stewart, je l'ai connu comme ça. Ouais. Et c'est grâce à une émission de radio qui s'appelait Marlboro Music, ainsi qu'à Radio Ingres, où Patrick et moi on s'est connus. Parce que il faut dire quand même que celui que j'interviewe maintenant, Patrick, c'est grâce à lui que je fais de la radio. Parce que il y a 28 ans de ça, quand je travaillais à Radio Ingres, c'est lui qui m'a appris à mixer, les rudiments, à mixer, à parler au micro, à savoir certaines choses. Et c'est grâce à lui en partie aussi que je suis comme on là. Dit, je t'ai mis le pied à l'étrier, et puis voilà. C'est-à-dire que là, je suis plus descendu du cheval depuis 28 ans, quoi. T'es toujours. Voilà, c'est clair. Donc parfois j'accélère, parfois je ralentis, mais voilà. Mais voilà, c'est une passion. Hein. Moi, la disco, je l'ai fait pendant presque 30 ans, tu vois. Ouais. 30 ans, puis bon, j'en avais un peu marre aussi. Et puis bon, comme je bosse à côté, maintenant j'avais quand même un boulot qui me prenait beaucoup dans le spectacle aussi. Donc, c'est clair, d'autant plus que tu travailles à Eurythmie. Voilà, donc c'est ces soirées, des fois qui durent jusqu'à 5-6 heures du matin, je ne pouvais plus assurer à mon nom. Je voudrais savoir ce que tu as eu comme dialogue avec Jean-Michel Stewart. Est-ce que tu as
pu parler avec Jean-Michel Stewart. Oui, lors de notre entrevue, Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et bien justement, la passion de la musique, ce qu'il faisait, bon, je savais ce qu'il avait fait auparavant. Puis non, mais c'était dans l'instant, dans l'instant, c'est bien, parce qu'au moins les gens ils parlent. C'était au Golf d'Eau, donc c'est un club mythique, le Golf d'Eau. Ouais. C'était bien cela, moi qui petit Montalbanais qui monte à Paris. Bon, mais c'était bien, sur une ambiance chaleureuse et tout. Ouais. Si, on a discuté de tout, de rien, quoi. Mais beaucoup de musique, parce que bon, c'est un passion de musique. C'est clair. Et puis surtout, bon, ça lui tenait à cœur de rencontrer des gens qui ont la passion, qui font ce boulot, ça, comme lui, de disco mobile. Et puis voilà, c'est vrai qu'on a échangé avec tous les gars qu'il y avait, ou les filles aussi, il y avait des filles aussi, toi, qui commençaient aussi à faire de la disco. Et je parle des années 70 déjà, tu te rends compte? Et d'ailleurs, si je me souviens bien, même il y a l'ancienne chanteuse Muriel du groupe Niagara qui est disque jockey également, qui continue aussi sa carrière de disque jockey de club en club. Ouais, mais tu vois, non, mais c'est bien comme ça. Et on s'est dit plein de choses. Et puis bon, c'est vrai que comme il est de la région aussi, alors voilà, ça rapproche un peu plus. C'est clair, les nouvelles, il prend des nouvelles, tiens, voilà. Ouais. Autrement, après, bon, j'ai perdu la vue. Et puis je suis pas du genre à m'accrocher comme ça aux gens. Chacun met sa vie. Après, bon, voilà. J'ai connu comme ça Jean-Michel Stewart. Je l'ai suivi pendant sa carrière, parce que bon, sur Sono Magazine, il y avait beaucoup de reportages sur ce qu'il faisait et tout. J'allais le voir dans la région quand il passait, avec sa sono. Et c'est bien, il faisait des bonnes soirées, c'est régalé. J'apprenais aussi là. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on apprend toujours, quoi. Hein. Moi, j'apprends toujours. Les jours où t'apprends plus, il faut arrêter le métier. Maintenant, ça a beaucoup changé quand même, le métier de disque jockey avant. Parce que c'est clair qu'on avait que les vinyles. Pour aller au tempo, carrément, il fallait vraiment y aller au tempo. Il fallait faire attention au vent lorsqu'on était en plein air. Parce que sinon, sans ça, le diamant, il rayait le disque, etc. Donc il fallait vraiment faire attention. Parce que maintenant, il y a des facilités avec des logiciels, avec des ordinateurs. Maintenant, tout le monde peut s'improviser disque jockey. Bien sûr. On peut lancer même un programme automatique et il se fait il mixe tout seul. C'est vraiment dommage, quoi. Il faut avoir quand même une oreille musicale. Il faut avoir bon, voilà. Ça remplace jamais l'oreille, parce qu'il faut avoir. Moi, je le vois, je le fais de temps en temps pour les amis. J'ai le logiciel, comme tu dis. Voilà, j'ai travaillé dessus. Tu vois, toi aussi. Hein. Tu en viens. Mais oui, c'est normal. Les platines, je n'ai gardé qu'une. Les fameux Technics, voilà. Mais autrement, si, ça a changé le boulot, il a beaucoup changé. Mais ce qui reste avant tout, quand même, il faut avoir. Ça, la petite étincelle qui fait dans une soirée, tu sais ce qu'il faut mettre comme disque, ça et ça et ça. Et ça, le logiciel, il ne sait pas le faire encore. Et voilà. Heureusement. C'est clair qu'une soirée de samedi dernier ne sera jamais pareille que la soirée de samedi prochain. C'est pour ça que moi, j'ai pas de programme établi. Quand je n'avais pas de programme. J'ai toujours pas de programme d'ailleurs quand je fais une soirée. J'ai ça dans la tête, j'ai les morceaux qui sont là. Et puis, suivant l'ambiance, tu sais ce que c'est, tu l'as fait, tu le fais. Donc, il faut être prépondérant, c'est-à-dire que si tu lances un logiciel avec une programmation bien établie, et là tu risques de te planter. Voilà, exactement. Donc il faut faire confiance à l'instinct. Et voilà, exactement. Merci infiniment Patrick d'être venu. C'est un véritable plaisir, tu reviens quand tu veux. T'es toujours le bienvenu. Bien sûr, et puis je t'écouterai. Ah, ça sera toi. Il n'y a pas de problème. À très bientôt, merci. Michel, salut. Alors j'ai le plaisir de recevoir par téléphone un homme ayant travaillé avec Jean-Michel Stewart, journaliste, scénariste, dialoguiste. Il a été pour Patrick Bruel, Michel Sardou, Julien Clerc, a travaillé à Rock and Folk. Il est l'auteur et la muse des sketchs du célèbre duo de Cohn et Garcia sur Nulle part ailleurs, sur Canal+, bien sûr. Rédacteur de l'émission Marlboro Musique des années 80 par Antoine Decaune et réalisé par J.M. Stewart. Laurent Chalumeau, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de votre présence pour cet hommage rendu à Jean-Michel Stewart. C'est un plaisir de pouvoir évoquer la mémoire de Jean-Michel et de voir qu'il y a des gens qui se souviennent de Marlboro Musique. Ah ben c'est clair. Et comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans l'aventure Marlboro Musique avec Antoine Decaune? Quand Antoine s'est retrouvé à proposer aux gens de chez Philippe Maurice le concept de Marlboro Musique qu'il avait fait évoluer. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais au départ, dans l'esprit de
des gens de chez Philip Morris et de Jean-Michel Stewart. Il s'agissait juste de passer des disques et puis de demander à Antoine de faire des petites présentations avant ou après, puisqu'Antoine incarnait déjà une espèce comme ça d'autorité en matière de musique anglo-saxonne grâce à ses émissions de télévision. Antoine a dit que ça, de se contenter de ça, ça l'intéressait pas. Ouais. Et surtout, ça lui faisait l'effet d'être un peu du gâchis. Et donc, il avait fait valoir aux gens de Philip Morris que quand on avait une marque comme Marlboro, il fallait essayer de l'exploiter et d'explorer ce que ça pouvait évoquer dans l'imaginaire des gens. Et bien plus que le goudron ou le cancer du poumon, Voilà, exactement. Marlboro, ça pouvait aussi évoquer les grands espaces, les routes américaines, le monument de Valais, etc., etc. Et donc Antoine leur avait dit, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de vous envoyer, de vous adresser une carte postale musicale et sonore depuis un endroit différent des États-Unis chaque semaine. Et comme à l'époque, les budgets promotionnels des fabricants de cigarettes étaient quasi illimités, le coût de l'opération les avait pas du tout fait hésiter. Ils avaient dit oui. Et donc Antoine se voit doté d'un budget pour commencer à déambuler aux États-Unis. Et bon, on était copains depuis déjà quelques années. Et moi, j'étais allé m'installer à New York depuis 83. Et donc, il savait que je vivais aux États-Unis. Et donc, il m'a proposé de l'accompagner dans ses déambulations, dans un premier temps comme compagnon de route, assistant, un peu interprète, parce que bon, comme moi je vivais sur place, j'avais pas de mérite à avoir un anglais un peu moins rouillé que le sien. Oui. Et moi j'ai dit oui sans mesurer ce que ça allait engager, mais simplement pour avoir le plaisir comme ça de passer des moments avec Antoine. Ouais. Et en fait, bien nous en a pris à tous les deux. Lui d'une part parce que comme l'année suivante, il s'est retrouvé à nouveau à avoir la responsabilité d'une émission de télévision, il était plus disponible pour venir recueillir la matière des émissions de Marlboro Music, donc c'était pas mal d'avoir lancé la machine avec quelqu'un qui pouvait continuer à sa place tout seul, et lui envoyer les ingrédients. Et puis moi, après avoir passé une année comme ça à voyager avec Antoine, ce qui était très agréable, pendant les années qui ont suivi, j'ai fait les mêmes parcours, ou d'autres, mais j'ai voyagé tout seul, ce qui était à certains égards moins rigolo qu'avec Antoine, mais ce qui n'était pas désagréable non plus, parce que bon, ça m'a permis de fureter et de fouiner, et puis de recueillir la matière, d'une part pour les émissions de radio, mais aussi pour des articles, pour des livres, et voilà. Voilà. Alors racontez-moi une anecdote d'un voyage ou d'une rencontre hors du commun qui vous est arrivée lors de vos périples. Alors, hors du commun, écoutez, je sais pas, c'est-à-dire que à chaque étape, on avait quand même très vite, on a pris conscience de la chance qu'on avait, c'est-à-dire que ni Antoine ni moi n'étions, ne le sommes d'ailleurs toujours pas, mais nous n'étions pas blasés, et nous avons très vite pris conscience de la chance que nous avions d'être comme ça en mesure d'aller faire des pèlerinages. Ça peut sembler naïf quand on le raconte aujourd'hui, mais je l'assume tout à fait. Il y a 30 ans bientôt, il y avait comme ça des villes américaines qui pour nous étaient des espèces de lieux sacrés, ce serait exagéré, mais enfin des places fortes comme ça, symboliques et mythologiques, qu'on était très émus de découvrir pour la première fois. Et c'est comme ça que ensemble on s'est retrouvés à aller à Memphis, à Nashville, à New Orleans, et qui sont trois villes, qui sont les trois villes reines de la musique américaine, et d'y déambuler, d'y rencontrer des musiciens. L'une des choses les plus inattendues qui nous soit arrivée à Antoine et à moi, c'est à deux reprises, une fois en Jamaïque et une fois à Los Angeles, c'est de nous trouver en présence de musiciens qui exigeaient, pour répondre à nos questions, de nous voir d'abord fumer un pétard d'herbe pour qu'on soit dans le même état qu'eux, qui refusaient de nous répondre si on était sobre. Et donc ils insistaient absolument, il
pour qu'on fume. Alors nous, dans un premier temps, on avait dit oui, bah ok, pas de problème, parce qu'il fournissait évidemment, parce que nous on n'avait pas ça sur nous. Et donc il fournissait. Dans un cas, c'était gratuit à Los Angeles, dans l'autre, c'était très bien organisé parce que le musicien exigeait qu'on soit aussi dans les vagues que lui pour lui poser des questions. Ouais. Et son manager nous vendait le pétard en question. Donc, à la limite, c'était pas tant de lui acheter qui nous posait un problème. Mais bon, par conscience professionnelle, on se disait qu'on allait quand même peut-être le fumer après, mais en tout cas poser des questions dans un état qui ne soit pas trop proche de l'Alabama. Et non, pas de satellite. Le manager a exigé de nous voir fumer le truc et rester pour bien vérifier qu'on le fumait jusqu'au filtre. Donc, on peut imaginer que une espèce de cône de la taille d'un plot qu'on met sur la chaussée pour prévenir qu'il y a eu un accident, rempli d'herbes jamaïcaines quasiment pures, pour deux blancs-becs pas habitués comme Antoine et moi, ça a des effets assez dévastateurs. Donc, c'est pour ça peut-être que lorsque vous avez créé le personnage Aquarium, vous aviez peut-être le souvenir de ça, non? Voilà, exactement. Ça aura entre autres servi à ça. Ah ouais. Et heureusement que ça aura servi à ça, parce que je peux vous assurer que l'interview, en revanche, était difficilement utilisable. Parce qu'en fait, en guise de question, il y avait juste deux francaouis idiots qui rigolaient bêtement et dans un cas un rasta qui répondait à côté et avec un accent à découper au laser. Donc je peux vous dire que d'un point de vue professionnel, c'était pas exemplaire. Mais bon, vous voyez, ça fait un bon souvenir. Après, lui, Antoine, rentrait avec littéralement des kilos de disques et de cassettes qu'on avait accumulés, soit parce qu'on les achetait, soit parce que des musiciens nous en donnaient. Ouais. Et puis, en fonction des notes qu'il avait prises, dans la première année, c'est lui qui prenait énormément de notes partout où on allait, et puis qui rentrait donc à Paris, et soit pendant le trajet en avion au retour, soit une fois en France, il écrivait les plateaux, enfin ces interventions dans les émissions. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans un premier temps, et singulièrement pendant toute l'année durant laquelle c'est Antoine Antoine venait sur place et ensuite rédigeait ses textes lui-même, il y avait une approche un peu plus musicologique, même si le mot est un peu ronflant, oui. Mais il y avait une volonté un peu pédagogique qui s'est un peu estompée par la suite, mais de vraiment donner une idée assez exacte des différentes couleurs que pouvaient avoir les différentes villes américaines et d'essayer de bien faire ressentir la différence justement qui pouvait exister. Alors je vais prendre des exemples contrastés, la différence entre la musique de Miami et la musique de San Francisco. C'est clair, c'est pas la même, oui. Voilà. Et donc il y avait un côté, et le terme va pas être forcément péjoratif, il y avait un côté un peu scolaire dans la démarche, c'est-à-dire qu'on était très très rigoureux, très sérieux, et quand on enregistrait, oui, parce qu'il y avait ça aussi, c'est qu'on non seulement on achetait des disques, on interviewait des gens, mais aussi on enregistrait des sons censés donner comme ça une ambiance, une couleur locale. Oui, tout à fait. Oui, je me souviens je me souviens de ça, les couleurs locales concernant les radios quand même également. Moi, je me rappelle du début de l'émission de Memphis dans le Tennessee, comme quoi il y avait ainsi parlé de Zarathustra de Strauss utilisé Elvis en ouverture de ses shows. Ensuite, il y avait la présentation de Antoine de Caunes, et ensuite il y avait un disque jockey de Memphis qui présentait le dernier titre à la mode à l'époque. C'était Aretha Franklin, Wuzu Mingmu qui passait. Je crois que c'était la cassette Memphis numéro 7, si je me souviens bien. Eh ben, écoutez, vous avez meilleure mémoire que moi, mais oui, donc l'idée était vraiment d'essayer de donner une impression sonore des villes, et on était tellement sérieux que alors que bon, un bruit de café ou un bruit de restaurant ou un bruit de bar avec des Américains qui trinquent, hurlent, rigolent et entrechoquent leur bouteille de bière pour
se souhaiter bon anniversaire. Que ce soit à New Orleans ou à Memphis ou à Los Angeles, assez vite ça va se ressembler, surtout si c'est uniquement utilisé en fond sonore. Donc il aurait pu suffire de le faire une bonne fois et puis d'avoir comme ça une banque de données, mais non, pas du tout. Antoine insistait pour enregistrer à chaque fois le bruit du bar dans lequel il allait ensuite dire qu'il était passé et dans lequel il allait situer une petite anecdote. Il y avait aussi cet aspect-là, c'est qu'Antoine rentrait avec des je sais pas combien de cassettes de bruit de toutes sortes qu'il fallait ensuite dérocher pour savoir exactement à quel endroit se trouvait tel bruit. Donc, ça lui prenait quand même un temps assez considérable. Et après il remettait toute cette matière entre les mains du magicien du son, Jean-Michel Stewart, qui lui faisait l'habillage sonore et mixait musique, bruit de fond, jingle, interview, traduction, enfin voilà. Mais donc toute la première année, c'était quand même assez pédagogique. Par contre, également, j'ai appris moi récemment, vous étiez l'auteur des textes de ces émissions-là. Vous avez fait un travail extraordinaire sur Malbon Musique. Comment se fait-il que votre nom n'est jamais cité? Parce que c'était pas du tout c'était pas le sujet. C'était l'émission d'Antoine. Mon nom. Non, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour où Antoine n'a plus été en mesure de venir lui-même recueillir la matière, donc c'est donc moi qui suis parti la recueillir, la glaner. J'allais dans les villes recueillir des éléments et j'envoyais des notes à Antoine pour que lui écrive ses plateaux. Et puis assez vite, je me suis aperçu que ça allait plus vite de rédiger plutôt que de juste envoyer des notes, de commencer à les rédiger déjà comme des espèces de brouillons de plateau. Antoine, lui, trouvait aussi ça très commode d'avoir des choses déjà presque pré-mâchées sur lesquelles il avait plus qu'à rajouter une ou deux petites plaisanteries. Et puis, comme j'ai vu qu'il rajoutait des plaisanteries, je me suis enhardi à les mettre moi-même, et assez vite, sans qu'on se soit concerté, sans que ça ait été décidé, je me suis retrouvé à écrire les textes d'Antoine. Lui, ça l'arrangeait parce qu'il était très occupé par ailleurs, et moi, à la limite, ça m'amusait, ça allait plus vite. Mais si vous voulez, il n'y avait pas une démarche comme ça consciente d'auteur. C'était juste pour rendre service, et puis parce que ça allait plus vite comme ça. Donc c'est pour ça que, et comme mon nom apparaissait par ailleurs dans les journaux dans lesquels je publiais, je me suis jamais posé la question qui était son collaborateur. Ça me posait aucun problème, ni d'ego, ni de crédit. C'était pas, non, franchement, ça à aucun moment c'était un problème ni un sujet. Et j'ajouterais d'ailleurs que finalement on s'en est très bien trouvé l'un et l'autre, puisque c'est sur la foi de la bonne entente professionnelle qu'on avait eue, sans même parler de l'amitié, mais c'est sur la foi de la fructueuse collaboration qu'on avait pu avoir sur Marlboro Music, et surtout de cette capacité que j'avais, moi, à écrire dans une tonalité qui lui convenait et qui pouvait s'approprier comme ça sans même avoir besoin de retoucher, que tout de suite, quand je suis rentré en France, en 90, il a pensé à moi et pour venir écrire une rubrique supplémentaire dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. Donc vous voyez, tout ça s'enchaîne très logiquement. C'est clair. Par contre, est-ce que vous avez une anecdote à raconter sur Jean-Michel Stewart? Alors écoutez, Jean-Michel Stewart, moi je l'ai moins vu qu'Antoine en fait, parce que Jean-Michel Stewart il est venu juste pour le tout premier voyage, quand on a fait les émissions New York, New Jersey et Washington, je crois, dans mon souvenir. Et il était venu avec un copain à lui. Et alors c'était drôle parce qu'il y avait un contraste, Antoine et moi, donc il faut se représenter ça, c'était il y a 30 ans. Donc on était un peu victimes de nos mythologies, et donc on s'habillait un peu rock, on se prenait un peu pour des rockers. Et il faut bien voir que Jean-Michel, lui, c'était tout le contraire, lui, avec ses chemises à manches courtes, largement entrebâillées sur une moquette pectorale fournie, sur une chaîne en or à laquelle il manquait quasiment qu'une dent de requin accrochée. On le regardait quand même avec un peu de circonspection. Et lui, de son côté, aussi, il va nous prendre un peu pour des gugus et des hurluberlus. mais en revanche, Jean-Michel était, à certains égards,
et sans le savoir et sans faire exprès, beaucoup plus rock'n'roll que bien des musiciens qu'on a pu croiser, qui se prenaient au sérieux et qui étaient des légendes dans leur propre tête, alors qu'il y avait un côté truculent et déconneur chez Jean-Michel, qui était tout à fait cousin de celui de personnages de légendes du rock comme Keith Moon ou les membres de Led Zeppelin ou Oui. c'est souvent dans les groupes de hard rock ou aussi où il y a des batteurs ou des bassistes qui aiment faire des farces et mettre de l'ambiance partout où ils passent, souvent d'ailleurs dans un registre un peu scato. Ben ça, c'était tout à fait Jean-Michel. Ça va faire plaisir à la famille qui écoute d'ailleurs l'émission, que je salue d'ailleurs, toute la famille de Jean-Michel Stewart qui habite la région du Tarn-et-Garonne, justement. Qui sont bien placés pour savoir de quoi je parle et sa femme. Et donc, non, rien de ce que je peux raconter là ne surprendra ni ne scandalisera d'ailleurs. Parce que il faut imaginer ça avec la truculence d'un espèce de bon vivant tout méridional et dit comme ça peut sembler choquant. Oui. Et en fait non, ça passait très bien parce que c'était la gaudriole gauloise, voilà. Ouais, c'est clair. Et puis d'ailleurs, je tiens quand même aussi également, comme j'ai fait pour Antoine Decaune, de vous remercier parce que grâce à vous, j'ai découvert la musique outre-Atlantique. Grâce à vous, je me suis intéressé au blues. Grâce à vous, je me suis intéressé à ce qui se passait outre-Atlantique comme jamais. Et c'est clair que rares sont les morceaux français que j'ai. Donc c'est clair que j'ai une culture américaine musicale que je vous dois, à vous et à Antoine Decaune, grâce à cette émission qui s'appelait Marlboro Musique. Donc merci beaucoup de m'avoir fait voyager pendant tant d'années, parce que ça, c'est clair que c'est toujours un plaisir d'écouter une émission Marlboro Musique. Bah écoutez, tant mieux. C'est très agréable et très émouvant même de se dire que quelque chose qu'on a contribué à fabriquer il y a 25 ou 30 ans a fait plaisir et continue à faire plaisir. Mais donc, vous savez que merci à vous. Non, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que je fais toujours la radio, que je m'intéresse toujours à ce qui se passe, etc. C'est-à-dire que je suis toujours à la découverte de nouvelles choses. Mais c'est clair que je reste cantonné un peu dans les années 80. Mon émission s'appelle Flashback, bien sûr. Mais c'est clair qu'il y a des sommités que je passe dans mon émission de radio parce que on peut pas oublier comme ça des perles rares que vous faisiez découvrir à l'époque et qui ont parfois n'ont pas passé la grande mare malheureusement, et c'est bien dommage. Bon bah écoutez, voilà. Je vais prendre le relais alors, hein. Donc voilà. Vous savez très bien ce qu'il faudrait faire. Ben, j'aimerais bien prendre le relais, mais bon, je sais pas. Non, je sais même pas si ça s'appellerait Marlboro Musique, je sais pas. Pour l'émission Flashback, voilà, bon, sait-on jamais. Je vous laisse faire, plaisir. Merci beaucoup. Et je suis ravi si j'ai pu vous fournir la matière à l'une de vos bonnes émissions. Donc, Oh là là. merci à vous pour votre intérêt. Merci bientôt, beaucoup, au revoir, à bientôt. J'ai le plaisir d'accueillir par téléphone un homme ayant travaillé avec Jean-Michel Stewart, animateur sans faille des émissions Chorus Ouba Ouba pour les enfants du rock et avec notamment Rock Report, bien sûr Rapido, nulle part ailleurs, dernièrement présentateur de la cérémonie des Césars, producteur, humoriste, acteur, scénariste, réalisateur. Mais dans le milieu des années 80, mes oreilles étaient tendues vers un Marlboro Man qui nous faisait découvrir le son des villes américaines et il traînait ses bottes de ville en ville avec l'émission Marlboro Musique dont je suis fan. Toujours fan, 27 ans plus tard. Mon invité, Antoine Decaune. Antoine Decaune, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir répondu présent pour nous parler de Jean-Michel Stewart. Comment vous êtes-vous retrouvé animateur et narrateur de cette émission produite par Jean-Michel Stewart? C'est une bonne question et comme ma mémoire me joue des tours ces jours-ci, si je me souviens bien, j'avais été approché par les gens du groupe Philippe Maurice, vous savez, les méchants qui fabriquent des cigarettes qui tuent. Oui. Parce qu'ils cherchaient enfin, ils avaient une idée qui à l'origine était d'acheter des concerts et ils voulaient m'envoyer interviewer les artistes en concert. Et Jean-Michel était là à ce premier rendez-vous et c'est lui, je pense, qui leur avait suggéré mon nom. Mais il se trouve que j'avais trouvé cette idée-là absolument déplorable, enfin, d'une banalité consternante. Et que j'avais fait la contre-proposition d'aller faire des émissions aux États-Unis et de faire de la vraie radio, c'est-à-dire enregistrer du son, raconter des histoires in vivo. Voilà. Et du coup, le travail de production
s'en est trouvé résulté était évidemment beaucoup plus intéressant et pour Jean-Michel et pour moi. Et D'accord. mon premier contact avec Jean-Michel, je le connaissais pas parce que lui, il faisait de la disco mobile à travers la France. Exactement. On se foutait toujours de sa gueule d'ailleurs en parlant de Jean-Michel Stewart, avec tous ses effets sonores. Euh, C'était beaucoup rire. D'accord. Mais voilà, mais j'ai découvert un type absolument charmant, mais de deux univers radicalement différents, voire opposés. Et on s'est très très bien entendu et complété sur cette histoire. D'accord. En parallèle de cette émission, il y avait donc les enfants du rock. Est-ce que c'était facile de concilier les deux pour vous? Oui, c'était facile parce qu'en fait, sinon je travaillais un peu sur le même terreau. C'est-à-dire que la musique, je faisais des émissions de musique depuis déjà un moment, parce que j'ai commencé en 78. Et donc, ça fait partie de mon travail quotidien, c'est-à-dire avec toutes les connexions. Ça me laissait suffisamment de temps d'aller faire Marlboro Music, puisque l'organisation était très simple. J'avais mon ami Chalumeau, qui à l'époque vivait à New York. Oui. Une fois par mois, je partais 10 jours aux États-Unis. Je le prenais au passage sous le bras, à New York, et puis nous allions écumer les États américains les uns après les autres. Oui. Donc, de 1984 à 1987-88, à peu près, une émission par semaine, à peu près. Lorsque vous refaites le calcul, à votre avis, combien d'émissions Marlboro Music avez-vous animées? J'en ai pas la moindre idée. Mais comme ça a duré 3 ans et que c'était une hebdomadaire, je dirais entre... 337. Combien? 337. 337, ah ouais. Eh ben dites donc. Dites donc. C'était des conditions idéales pour faire de la radio. C'est-à-dire qu'on se baladait extrêmement légèrement. On avait un petit magnéto qu'on travaillait partout. On allait de ville en ville en achetant les disques et en prenant tout ce qui sortait au fur et à mesure. Et puis on rencontrait des gens extraordinaires, quoi, des musiciens, des cinglés locaux. On essayait de faire à la fois le portrait de la ville à l'instant où on y passait, et en même temps un portrait musical. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une émission de Rock Report en 86 que vous avez fait. Vous aviez fait une interview du chanteur des Pogs, Shane McGowan, pour les enfants du rock. Et je me rappelle que vous enregistrez également avec un Walkman son interview, qui était également destiné à Marlboro Music. Oui. Bah oui, il y a eu des occasions comme ça où quand on avait des artistes difficiles à croiser, ben on en profitait pour faire les deux à la fois. Voilà. Les radios. Oui. Donc c'est à cette époque-là que vous avez rencontré Chalumeau, qui vous a suivi d'ailleurs sur Nulle part ailleurs ensuite par la suite, qui a été justement la muse, comme on peut dire, de ces émissions-là. Laurent, ça remonte même à plus tôt que ça, parce qu'on se connaît de l'époque de Chorus. Oui, ça remonte pas à hier. Ah ben Chorus, c'était avec Jackie en plus à l'époque, je me rappelle. C'était Jackie entre 78 et 81. Je sais même plus si Jackie était encore avec Serge Gainsbourg à l'époque. Il était censé être l'attaché de presse chez Phonogramme à l'époque, ouais. Ouais. Donc il était encore avec Gainsbourg. Et normalement, il devait y être, ouais. D'accord. Normalement. Par contre, lorsque des dernières émissions aux premières, lorsque j'écoute avec beaucoup de soin, j'entends également votre évolution, votre dynamisme. Il y a eu un effet rapido qui s'est enclenché. Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps de ces émissions-là pour que vous ayez une telle pêche? Je ne sais pas. Écoutez, c'était le sujet qui s'y prêtait. C'était aussi l'idée que la parole devait occuper le moins de temps possible et qu'il fallait laisser la place à la musique. Ouais. Et puis voilà, ça donnait, ça donnait une griffe, une signature aux émissions, parce que ça faisait un peu la différence avec le ton habituel, soit très compassé qu'on pouvait entendre sur les émissions de WRTL, vous savez, qui a joué un peu ricaine, et puis les autres émissions qui étaient plus de l'ordre du commentaire, du bavardage. Voilà. Donc c'est des textes très écrits et qui étaient dits, avec beaucoup de dynamisme pour à la fois capter l'attention de l'auditeur et en même temps laisser la place à la musique. Oui, effectivement, ces émissions-là ont une façon de faire découvrir les États-Unis qui est et reste unique pour cette époque-là. Cette émission a reçu d'ailleurs la Galère d'Or de la meilleure émission de radio sponsorisée en 86. La Galère d'Or. Oui, est-ce qu'il vous a... je me souviens de cette émission de Rhino Records, oh là là, avec le titre de Big Daddy à la Bruce Springsteen retravaillé dans les années 50. Je me rappelle. Est-ce qu'il vous arrive souvent qu'on vous parle de cette aventure ou est-ce qu'on vous préfère la période de Nulle part ailleurs avec José Garcia? C'est vrai que Nulle part ailleurs a touché beaucoup plus de monde et sur la longueur parce que ça a duré 7 ans. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent à me parler de Marlboro Music. Ouais. Mais en fait, si vous voulez, Marlboro Music pour moi c'était une émission. C'est la radio telle qu'elle doit être.
C'est-à-dire, la radio, c'est quelque chose qui va à la rencontre des gens, qui raconte le monde, qui reste pas dans un studio à faire des bavardages, quoi. Et à propos de studio, j'ai la chance maintenant depuis 2008 d'avoir un studio d'enregistrement personnel et j'ai voulu voir un peu au point de vue du montage d'une émission comme celle-ci, comment ça se passait, comment c'était compliqué. Donc, étant donné que j'avais les textes par cœur en tête, je me suis dit je vais essayer d'en faire une ou deux. J'en totalise 5 en 6 mois. Et je peux vous dire que je suis admiratif d'un travail colossal des montages qu'il y avait de Marlboro Music, parce que d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait des bandes magnétiques. Comment se passait le montage de ces émissions-là? Est-ce que vous avez eu accès à ça? Écoutez, moi j'allais faire une fois rentré des États-Unis, on écrivait des missions avec Laurent, et ensuite j'allais enregistrer des textes chez Jean-Michel qui avait sa maison au studio à Champigny-sur-Marne. Je me souviens très bien de lui m'accueillant en peignoir satin Marc Dorcel, en me proposant des cafés le matin, et ensuite pendant qu'il allait se changer, je me chauffais la voix, et après on faisait alors d'un côté des enregistrements de voix jusqu'à ce qu'on se entende, et après lui plongeait dans toute sa cuisine. Il avait un assistant très qualifié d'ailleurs à l'époque qui travaille maintenant à Canal. Et oui, il y avait un travail de production assez colossal une fois que les voix étaient prises. Est-ce que justement le fait d'avoir travaillé avec Jean-Michel Stewart vous a fait évoluer pour narrer, pour être présentateur, pour avoir un peu plus d'assurance en vous? Non, parce que c'était quelque chose qui était déjà là à l'époque, si vous voulez, comme c'était un terrain familier pour moi, les émissions de rock, les magazines. Enfin, j'avais quelques années d'expérience derrière, mais en revanche c'était ma première expérience radio, et j'insiste là-dessus, sur une radio qui est pas une radio de studio, pas une radio assise, et du coup avec Jean-Michel on a fait les premiers voyages ensemble, et évidemment le temps de mettre ça en place, et après lui est resté à Paris pour s'occuper de la post-prod, mais il y a certainement, je pense qu'évidemment on apprend à chaque étape. Moi c'était la première fois que je faisais de la radio, et de la radio dans d'aussi bonnes conditions, conditions de liberté totale. Donc certainement que ça a influé après sur le ton, le tempo, l'approche, mais je saurais pas faire la part des choses aujourd'hui. C'est clair. Je dois vous remercier grandement parce que c'est grâce à votre dynamisme et à cette émission qui m'a ouvert les oreilles en 85, parce qu'en 85 je faisais partie d'une petite radio locale du Tarn-et-Garonne. Et c'est grâce à cette radio-là et à votre dynamisme que 27 ans plus tard je fais toujours de la radio. Eh ben écoutez, j'aurais servi à ça. Que je suis toujours aussi passionné de musique. Vous m'avez fait découvrir les Fabulous Thunderbirds, Delbert McClinton, Bryan Adams, Johnny Winter, Tony Joe White, Al Green, John Cougar. J'en passe, et des meilleurs, parce que cette émission-là, franchement, je décolle pas. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me passe pas une émission Marlboro Music. Bon, même si je les connais par cœur. D'autant plus que, en plus, j'ai monté ma boîte de prod, JMC Productions Disco Mobile. C'est pour vous dire que je suis aussi Disco Mobile comme Jean-Michel. Et je m'appelle Jean-Michel. Et vous faites les da quand vous parlez aussi? Vous pouvez m'en faire un, là? Non. Ben voilà. Par contre, juste une petite dernière question, juste très vite à propos de Nulle part ailleurs. Vous avez créé une galerie de personnages incroyables comme Didier Lambrouille. Est-ce qu'à un moment donné, il vous est venu l'idée peut-être de faire un film sur les aventures de Didier Lambrouille? Non, mais il n'est pas impossible que Didier Lambrouille se retrouve dans un film. Ah, voilà. Ça serait bien, ça. La réponse mystérieuse à une question. Ça serait bien. Et juste pour terminer, un petit générique comme ça, vite fait, 3-4. Ça rappelle les souvenirs? Ah bah oui, directement, oui. La deuxième émission de folie à Austin. Très bien. Près du Mexique. Bonjour, vous écoutez Marlboro Music et je vais vous dire un truc. Quitter la Californie pour le Texas, c'est un peu comme sortir d'un concert de Pink Floyd pour aller voir les Sex Pistols. Et voilà, c'est vous. Voilà. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci, au revoir. Maintenant, je vais joindre par téléphone quelqu'un qui est responsable techniquement de tout ce qui a trait à l'émission Marlboro Music. Je veux bien sûr parler du technicien magicien de cette émission-là. C'était monsieur Raphaël Fouchard. Il a monté les dernières émissions de l'émission Marlboro Music, a travaillé également avec Phil Manœuvre sur Hollywood Music Chewing Gum, et je l'appelle tout de suite au téléphone. Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour cet hommage rendu à Jean-Michel Stewart. Comment est-ce que tu t'es retrouvé technicien et monteur des émissions produites par Jean-Michel Stewart? Alors c'est une très vieille histoire, ça remonte à un peu plus de 20 ans. J'avais 18 ans et demi, j'ai décidé de pas continuer mes études. Juste avant le bac, je me suis dit c'est plus possible. J'ai donc cherché à travailler, je voulais à l'époque être guitariste, manager, etc. Donc je me suis dit il faut que je trouve quelque chose dans la musique.
J'ai ouvert des petites annonces dans différents magazines, ou Sonovision, je me souviens plus les magazines de l'époque. Et puis j'ai trouvé cette annonce de Jean-Michel qui avait un studio dans la même ville que moi. Je crois que c'est ça qui a été ma grande chance. Et donc quand il a vu que quelqu'un qui habitait juste à côté de chez lui postulait, il m'a reçu. Et j'avais à l'époque 18 ans et demi. Et puis voilà, il m'a fait essayer. J'ai commencé à travailler avec lui en stage. Et puis l'aventure a duré comme ça plusieurs années. Oui. D'accord. Je dois souligner quand même un travail colossal des mixages entre les bruitages, les interviews, avec la traduction en français derrière, les jingles. C'était pire que faire une préparation culinaire, non? C'est un peu comparable, effectivement. C'est un peu comparable à la seule différence que ça se rapprocherait pour faire la comparaison, c'est presque plus de la pâtisserie, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ouais. Alors que quand vous faites un bourguignon, vous allez rajouter un peu de sel, un peu de poivre au fur et à mesure, et puis vous allez pouvoir changer. Alors que là, dans ce cadre-là, vous devez avoir un déroulant qui est prêt à l'avance, avec tous vos bobinaux qui sont prêts, toutes vos bandes qui sont prêtes, les vinyles, et puis tout doit partir à un moment très précis, parce que c'est pas en direct, mais malgré tout, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que sinon, vous repartez sur le titre d'avant. Enfin voilà, c'était à l'époque des Revox, des platines, il n'y avait rien de numérique à cette époque-là, quoi. Donc effectivement, c'était un peu, voilà. Exactement. L'apprentissage a été plutôt long, pour être très honnête avec vous, et j'ai pas été doué tout de suite. On s'est bien sûr parlé au téléphone et j'ai évoqué avec toi la collection de vinyles qu'avait Jean-Michel Stewart. Cette collection de disques regroupait tous les disques depuis ses débuts d'animateur en disco mobile, tous les albums, maxi 45 tours sans doute, mais bon. Tu m'as d'ailleurs fait une confidence à ce sujet. Bref, des milliers de disques sont passés entre tes mains pour faire quoi au juste d'ailleurs? Alors, Jean-Michel était quelqu'un de très rigoureux, de très vraiment, tout doit être bien précis, bien fait, bien rangé, de manière à ce qu'il puisse tout retrouver, que tout soit bien dans ses cases. Et donc, il m'avait demandé, pendant mes heures perdues, de tamponner chacun de ses disques avec un numéro. Donc, avec un tampon où je montais le numéro, j'implémentais les numéros les uns après les autres à la main, comme à la poste. Oui. Et donc, j'ai tamponné tous ces numéros du numéro 1 à je sais plus combien de dizaines de milliers. Et je les ai ensuite tous rentrés dans une base, dans un fichier, de manière à ce qu'ils puissent savoir quels étaient tous les disques et où ils se trouvaient. Et donc, c'était une somme de travail absolument colossale. Oui. Je faisais ça comme ça, voilà, quand j'avais une heure par-ci, j'en tamponnais une vingtaine et puis je les entrais dans l'ordinateur. Et voilà, et j'ai fait pareil avec ces CD, quand il y a eu des CD, enfin, avec ces 45, avec ces 33 tours, enfin, il y en avait partout. Vous ouvriez les placards chez lui, il y en avait partout. Il y a eu combien de disques dans sa collection? Non, mais sincèrement, ça remonte à tellement longtemps que je m'en souviens plus, mais je crois que j'ai dû taper du 10, 15 000, rien que sur les 33 tours, je devais en être à 15 000 pièces. C'est-à-dire que tout au long de sa carrière de disco mobile, il achetait tout. Oui. Les choses qui mixaient, ensuite les maisons de disques lui envoyaient, et au-delà de ça, quand il faisait les émissions Marlboro Music avec Antoine Decaune et Club Hollywood avec Philippe Manœuvre, il récupérait des disques des États-Unis, des imports, des choses comme ça, donc il avait effectivement une collection magistrale. Oui. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il n'écoutait quasiment jamais aucun de ses disques. C'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Ah bon? Ah, mais c'est extraordinaire. Il voulait que tout soit répertorié, que tout soit marqué, que tout soit noté, de manière à les retrouver, parce que c'était un grand professionnel, quelqu'un qui a vraiment la rigueur absolue. Donc il voulait pas être pris au dépourvu. Quand on lui dise, voilà, j'ai besoin de tel disque, il voulait pouvoir le trouver tout de suite. Mais par contre, c'était en aucun cas pour se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter telle musique. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je serais incapable de vous dire quel style musical il aimait. Non, mais Jean-Michel était effectivement quelqu'un de différent. C'était quelqu'un moi, ça a été quelqu'un de très important dans ma vie, puisque je l'ai vraiment rencontré. J'avais 18 ans. C'était un grand professionnel. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai 41 ans. Donc ça fait quand même 22, 23 ans, c'est quelqu'un sans qui je serais pas devenu ce que je suis devenu. Donc à l'époque, j'avais une vision qui va être bien évidemment différente que celle d'Antoine Decaune, des Manœuvres, des Chalumeau, qui étaient déjà des adultes accomplis à ce moment-là. Oui. Et donc moi, effectivement, de temps en temps, je trouvais ce personnage très exubérant, mais très sérieux. Enfin, c'était un paradoxe ambulant, Jean-Michel, mais quelqu'un qui donnait tout, qui se prenait pas la tête. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que moi, de ma position j'avais, qui vivait les choses telles qu'il avait envie de les vivre. Voilà, c'était quelqu'un qui n'avait pas l'ombre d'un souci. D'accord. Donc c'était les dernières émissions Marlboro Music dont tu as été le technicien justement. Alors oui, c'est ce que je te disais quand tu m'as appelé. Je me souviens plus exactement de mémoire. Ça date de, je crois, j'ai commencé mon stage chez lui juin-juillet 90. Ouais. Je pense, alors je sais
plus quelles sont les dernières que j'ai fait. Je crois qu'il y en avait combien des Marlboro 374, quelque chose comme ça, je me souviens plus. 334, précisément. Ah, 300, j'avais le premier et le dernier chiffre. T'avais pas celui du milieu, d'accord. Voilà. De mémoire, je pense que j'ai dû en faire quelques 20-25 émissions. Ouais. Et au moment où je suis arrivé, on va dire que toute la structure était mise en place. C'est Jean-Michel, à la limite, moi je préparais toutes les émissions, c'est-à-dire je nettoyais, je coupais les bandes magnétiques, je préparais toutes les ambiances sonores d'un côté, je posais toutes les bandes sur les Revox, les vinyles, etc. Je faisais ce qu'on appelait le routeur. Et puis après Jean-Michel venait au début, c'est lui qui mixait, et c'est moi qui leur posais les disques, etc. Puis petit à petit, je mixais de plus en plus, etc. Je pense que j'ai dû faire à peu près une trentaine d'émissions Marlboro Music. Ouais. Donc on va dire les 6-8 derniers mois de la vie de l'émission, sans jamais enregistrer Antoine Decaune, puisqu'en fait à cette époque il travaillait chez Canal et chez Europe 2 de mémoire, et en fait j'allais juste récupérer les bobinos ou chez Canal ou chez Europe 1 où il enregistrait en fait les voix, et puis voilà, j'allais récupérer les bobinos auprès de son assistant, je les ramenais et puis je les montais après chez Jean-Michel. Oui. En fait, tout, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on chronométrait tout. C'était pas aujourd'hui, enfin pour ceux qui savent un peu faire de montage sur du Pro Tools ou des outils comme ça, vous avez votre fichier web que vous déplacez à droite à gauche, vous avez une visualisation. C'est presque comme d'utiliser un Word ou un Excel. C'est comme de faire du Tetris. On place des petits blocs à droite à gauche. Ah, c'est clair. Ouais. Voilà, à l'époque, vous étiez obligé de chronométrer la voix. Vous disiez, bah voilà, ce que dit Antoine dure 1 minute 12. Et puis vous saviez que le disque, il démarrait par exemple le hurlement dans un disque ou le début d'un coup de guitare sur lequel vous vouliez démarrer après la voix, commençait à 40 secondes. Là, vous calculiez, vous disiez, bah voilà, faut que je démarre le disque à 20 secondes de la voix. Et bim, vous lanciez votre disque là. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, si tu ratais ton enchaînement, et ben bim, il fallait relancer le disque d'avant, recaler tous les magnétos, remettre le magnéto reste, et puis ne surtout pas oublier, ce qui m'est arrivé 2-3 fois, ne surtout pas oublier quand l'enregistrement était fini, de couper le trou qu'on avait fait pour le recoller. Voilà. Alors, quel est le souvenir le plus impératif que tu gardes sur Jean-Michel Tivard et sur cette aventure justement? Sur l'aventure Marlboro Music, moi ce que j'ai retenu, c'est surtout qu'il a pris un petit bonhomme de 18 ans et demi et qu'il lui a dit, bah écoute, viens bosser, viens regarder comment ça marche, et puis que de là j'ai découlé tout le reste de ma vie. Donc voilà, moi le seul et unique souvenir que j'ai gardé de lui, avec quelqu'un qui était à la fois mais d'une exigence et d'une chienlit dans le boulot assez hors du commun, parce qu'il était tellement exigeant que il y a un moment ça devenait presque psychorigide, mais d'un autre côté c'est pour ça qu'il était ce qu'il est, qu'il était aussi bon et qu'il m'a autant appris. Donc c'est ça que je vais garder, et puis la patience qu'il avait à finalement l'affection, et c'est ça, c'est-à-dire il avait un côté très affectif, très humain, mais qui se voyait pas immédiatement comme ça. Donc c'était vraiment un paradoxe quoi. Oui, d'accord. Voilà ce que je garde de Jean-Michel. Ok, concernant donc maintenant Philippe Manœuvre que tu as bien connu, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Philippe Manœuvre alors? Philippe Manœuvre en lui-même, c'est pareil, c'est-à-dire que Philippe est arrivé dans la carrière professionnelle que j'ai eue, il est arrivé quelques temps après que j'ai rencontré Jean-Michel. J'ai commencé à peu près à savoir comment ça se passait, comment on travaillait. Là, Philippe est arrivé, j'ai rencontré un personnage très simple, très simple, qui a tout de suite été vraiment très adorable avec moi, d'une simplicité extraordinaire, qui quand il y avait un truc que je savais pas faire, qui marchait pas, et ben systématiquement il était le premier à me dire, bah écoute, t'inquiète pas, faut faire comme ci, faut faire comme ça, ne prends pas la tête. Enfin voilà, si j'avais le moindre problème, il était là pour me dire, bah non, mais c'est pas grave. Enfin voilà moi le souvenir que j'en ai de la rencontre avec Philippe Manœuvre, qui a vraiment été super simple et super de très bons moments. Je me rappelle qu'il m'a tout de suite intégré à sa famille. C'est-à-dire qu'il m'invitait chez lui, je me retrouvais avec ses enfants, avec sa femme, voilà, c'est quelqu'un qui m'a immédiatement ouvert les bras, alors que j'étais un petit gamin de 19 ans qui commençait à bosser, qui était super mauvais, mais il m'a tout de suite fait confiance, il m'a mis en charge de l'aider à faire certaines choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a été pour moi vraiment extraordinaire. Alors je pense que c'est techniquement possible de te garder en ligne, surtout tu te planques dans un coin, Raphaël, on va faire une surprise à Philippe Manœuvre justement, tu attends mon signal Raphaël pour intervenir, ça sera sans souci. Philippe Manœuvre, c'est bien sûr des émissions cultes, l'impeccable Sex Machine avec bien sûr les enfants du rock, chevalier de l'or des arts et des lettres, remise en personne par le gladiateur de Détroit, l'iguane Iggy Pop, sur France Inter bien sûr, l'émission intersidérale Radio Manœuvre, La Voix du Lézard, Speed 17, Rock and Folk, Metal Hurlant, Top Bad, Rock Press Club, Rock and the City,
Philippe Manœuvre, bonjour. Bonjour. Je te remercie vraiment d'être dans l'émission Flashback pour cet hommage rendu à Jean-Michel Stewart, que tu as bien connu justement. Donc je voudrais savoir comment tu as été animateur dans Hollywood Music Chewing Gum, cette émission réalisée par Jean-Michel Stewart à l'époque. Mais c'est Jean-Michel qui nous contactait, tu vois, il était très au fait de ce qui se passait. Il faut savoir que le Stewart, on l'appelait le Stewart, parce que c'était quand même un personnage plus grand que nature. C'était un bonhomme qui avait le premier deviné l'importance des nouvelles musiques pour la France, et il avait créé ce qu'il appelait un disco mobile. Donc il avait inventé un peu le DJ moderne, c'est-à-dire qu'à une époque, dans les années 60, où tout le monde, tous les bals de village, c'était le groupe obligatoire et généralement avec un accordéon ou une chanteuse populaire, comme on dit. Bon, lui, il arrivait avec une énorme sono, des platines, et il envoyait les disques que tout le monde voulait écouter, et il cassait la baraque, quoi. Donc c'était voilà, il avait inventé ça. Donc ensuite, il était resté extraordinairement affûté sur tout ce qui était spectacle, et donc il a monté des émissions de radio avec Antoine Decaune, Alain Chabat et moi. Il s'était dit, bon, ces trois mecs, les gens les connaissent, les apprécient éventuellement, donc on pourrait aller un peu plus loin. Et donc c'est ça qui était très fort. À chaque fois, il était venu. Donc l'émission d'Antoine, c'était Marlboro Music. Exactement. Il faisait une balade à travers les États-Unis. Il y avait Chalumeau et Antoine qui nous racontaient l'Amérique. Il y avait Alain Chabat également avec Riga Passion. Voilà, et moi c'était Hollywood, et moi c'était une déclinaison des hit parades radio FM américains qui nous manquait un peu à l'époque, on savait pas. C'était quand même une époque pré-internet où personne, voilà, aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez savoir ce qui se passe autour de la planète. Si vous voulez savoir ce qu'écoutent les Américains, vous tapez sur Google hit parade américain, vous voyez tout vous tombe tout rôti. Et voilà, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, voilà. Il n'y avait pas ça. Par contre, tu parles de Laurent Chalumeau avec Antoine Decaune. Est-ce que les émissions que tu as faites justement avec Jean-Michel Stewart, les textes étaient de Laurent Chalumeau également? Ah non, pas du tout. Non. Ça, c'était moi tout seul. Je faisais mes propres textes. Alors, on allait enregistrer chez le Stewart parce qu'il s'était installé dans la banlieue parisienne, non loin du parc Euro Disney. Champigny-sur-Marne. Voilà, à Champigny. Et donc, avec son ingénieur du son, Raphaël, donc il fallait arriver de bon matin. On prenait un café, on discutait avec Jean-Michel, on était en phase. Enfin, ça se passait très très bien. Par contre, j'ai quelqu'un au bout du fil qui voulait parler à Phil. Il s'appelle Raphaël. D'accord, c'est le Frochard. Ouais. Comment ça va, Raphaël? Bah écoute, ça va super bien. Ça va très 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 bien. Là, je suis dans un très très bon moment. Depuis notre rencontre, il y a une vingtaine d'années qui se sont passées. Je t'avoue que la vie a été plutôt cool avec moi. Donc sur le plan personnel, je te raconterai une autre occasion. Et sur le plan professionnel, ça se passe super bien. Donc je suis un homme heureux et accompli, notamment grâce à tout ce qu'on a vécu avec Jean-Michel et avec toi. Et ça fait très très plaisir. Oui, bah ouais, non, même nous, on savait que ce Fruchard irait loin, quoi. C'était un pro, un mec fiable. Vous étiez bien les seuls à savoir, mais vous m'avez dit, mais effectivement, vous avez été l'essence et le tremplin de ce moteur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, c'est super cool. Je fais toujours le même métier. J'ai une société qui fait des bandes son pour de la publicité. Je fais près de 200 pubs pour les grosses agences. Je fais de la production de documentaires. Enfin, voilà, c'est super cool. Mais c'est génial. Bah bravo Raphaël. Bravo. C'est mérité. Bon voilà, c'est un moyen technique de vous faire re-rencontrer grâce à mon truchement, voilà. Merci beaucoup. C'est très agréable, merci, parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que je voulais j'ai pas pu malheureusement remercier Jean-Michel, et je me suis pris malheureusement un peu tard, mais ça me fait très plaisir de dire ça, je te rappellerai à l'occasion, Philippe, pour que parler plus en détail de tout ça, ce sera un grand plaisir. Ok Raphaël, est-ce que tu as mon numéro? Oui, je vais trouver ça, Rock et Folk, j'imagine, non? Ok Raphaël. Je t'appelle dans les jours à venir, je te remercie infiniment en tout cas. Je vous laisse avec Jean-Michel faire ce que vous avez à faire. Au revoir Raphaël, à bientôt. Je te rappelle très bientôt, merci beaucoup Jean-Michel. De rien. Au revoir, ciao. Salut. Ça c'était la petite surprise que je voulais te faire, voilà. Oui, bah bravo. Ça va réussi, hein. Donc nous étions restés sur Jean-Michel Stewart. Alors Jean-Michel était un bon vivant. Voilà, c'est ça qui était bien avec lui. Il y avait une espèce de, il fallait que ça se passe bien. Raconte-moi la meilleure anecdote que tu as sur lui.
Non, j'ai pas de meilleure anecdote. Non, mais c'était quelqu'un de responsable, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui se bagarrait pour que le spectacle continue, que le show se passe bien. Voilà, non, c'était vraiment quelqu'un de formidable, d'épatant, quoi. Il nous apportait une espèce je dirais d'optimisme positif qui a totalement disparu aujourd'hui. C'est un coup de fouet, quoi, qu'il a donné, carrément. Oui, bien sûr. Non, mais c'était génial, quoi. Il nous rendait vraiment la vie agréable. Pour nous, travailler avec lui, ça a été une vraie période de 3 ans de vacances, quoi. Ouais. 3 ans de vacances payées, quand même. Évidemment, évidemment, bien sûr. Non, parce que Jean-Michel était quelqu'un de scrupuleux, de rigoureux, de tous les gens avec qui il a travaillé, vous les contactez aujourd'hui les uns après les autres. Ouais. Tout le monde va vous parler, vous dire oui, il était formidable. Mais voilà. Je me souviens, une année, c'était incroyable. Une année, il avait décidé pour ses cadeaux de Nouvel An, pour tous ses amis, que au lieu d'envoyer une carte de vœux totalement imbécile, comme on fait tous, comme on faisait tous avant Internet, lui, il enverrait un cadeau qui serait des trucs, des tac au tac, vous voyez, des trucs de loterie, quoi. Ah, d'accord. Voilà, et... Ça a été un des premiers à le faire, alors. Voilà, il a été vraiment le premier, quoi. Mais après, il était obsédé, parce qu'il me disait, et si quelqu'un avait gagné, est-ce que tu crois qu'il me le dirait? Donc... Moi, il me voyait régulièrement. Moi, j'avais gratté devant lui. Tu vois, j'ai perdu. Ah bon, c'est bien. Mais ça le fascinait. Il se disait tout le temps, pendant 1 an, il m'a parlé de ça. Ouais. C'était, voilà. Mais c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui avait des idées, novatrices, formidables, qui était capable d'organiser un concert pour un président de la République, quand il venait d'être élu, c'était lui qui s'organisait les opérations Place de la Concorde des fois. Hein. Il faisait des très gros trucs. Il avait les sonos, les lumières. Enfin, il était totalement professionnel. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un site www.steward.fr justement qui est un site qui rend hommage à Jean-Michel Stewart justement sur le travail qu'il a fait. Lorsqu'on t'interpelle dans la rue, on te parle beaucoup plus des Enfants du Rock à mon avis que des émissions avec Jean-Michel Stewart peut-être. Ah bah, bien sûr, mais tu sais, les émissions de radio, elles ont une vie, elles frappent pas les imaginations comme les Enfants du Rock ont pu frapper. Alors je vais te dire que c'est grâce à ton émission avec ton partenaire. Jean-Pierre Dionnet. Que j'ai découvert le funk, parce que après le punk, il n'y avait rien. C'est vrai. Et j'ai découvert le funk parce que en plus en 85, je débutais dans une radio locale qui s'appelait Radio Ingres à l'époque. Et si ma mémoire est bonne, en 83, vous avez été les premiers à diffuser Michael Jackson, Billie Jean. C'est vrai. Et puis pour moi, vous avez été une vraie mine d'or parce que quand je faisais mes débuts en radio, j'avais 4 heures d'émission journalière et je prenais de notes le samedi soir pour savoir ce que vous passiez, pour essayer de coller au mieux dans la semaine. Donc du lundi au vendredi, ça aussi, merci Philippe. Écoute. Parce qu'en plus, j'écoutais cette émission-là, je me faisais engueuler par ma mère parce que c'était trop tard, que le son était un peu trop fort, mais j'y pouvais rien. À l'époque, je regardais ça sur un petit poste en noir et blanc, et la taille de l'écran, c'était environ 2/3 d'une feuille A4. Ben oui. C'est pour te dire un peu les concerts que j'ai vus sur ce tout petit écran. Quand j'ai pu me payer un vidéoprojecteur, je peux te dire que les concerts que vous passiez, il y a un concert que tu m'avais fait découvrir avec cette émission-là, c'était Duran Duran Arena. Ah oui, c'était magnifique. Mais alors celui-là. Ouais, et c'est ça aussi, voilà. Il y a un autre truc que je voudrais dire sur Jean-Michel aussi, c'est que lui, il avait vécu la période des années 60. La plus démente, vraiment, où arrivait, on en parlait, enfin, il y avait des disques qui faisaient bouger les gens, mais c'était électrique, quoi. Il y avait déjà, les gens découvraient la musique rock, la musique soul, et il y avait certains disques clés qui faisaient instantanément bouger les gens, bouger les foules, et lui, il avait vécu ça, mais c'était donc ce que tout le monde considère comme l'âge d'or, mais il était complètement intéressé par ce qui se passait au présent. Il n'était pas du tout recentré en disant ouais, nous avant c'était mieux. Il était totalement dans le présent et il s'intéressait à ce qui se passait. Donc ça, c'était vachement agréable. C'était très très bien. Le travail que tu as fait avec Jean-Michel Stewart, donc est-ce qu'il t'a apporté de
l'assurance sur des projets et réalisations futures? Parce que en même temps de ça, tu faisais les Enfants du Rock. C'était juste après, je crois. Je C'était travaillais juste à après Canal Jimmy déjà. Canal Jimmy, sur déjà. Canal Jimmy, ouais. Parce qu'il n'y a pas eu il y en a eu combien des émissions Rock and the City c'était attends, c'était Sur sur Arte, il y en a eu 5. Mais purée, pourquoi t'as pas continué? C'était Mais génial. parce que les chaînes commandent des émissions et qu'après elles les arrêtent et qu'elles les continuent. Oh, C'est pas purée, nous. mais C'est alors, vrai que les gens arrêtent de croire que c'est nous les présentateurs qui disent ah oui tiens cette année Mais quel je vais dommage. travailler sur Arte ou cette année non les non gens mais nous attends, appellent, quel dommage. C'est vraiment une émission que j'aimerais bien trouver en DVD, tu vois, parce que Elle existe. elle existe. Oui, ça a été fait. Je peux t'en retrouver. Oh là Si je peux t'en retrouver, je te les enverrai. Est-ce que justement Jean-Michel Stewart t'a inspiré pour tes projets à venir? Non, mais c'est parce qu'on travaillait au quotidien, on travaillait au jour le jour, on était en phase. Et puis à un moment, on est parti dans d'autres trucs. Moi, je suis parti sur Canal Jimmy faire le Rock Press Club. Jean-Michel a pris sa retraite. Hein. Ouais. Voilà. Mais on s'était fait des promesses de vacances, de se revoir, et il est venu. Chaque fois que je passais dans sa région, on se voyait. Enfin, il est venu notamment quand j'avais fait la première dédicace à Montpellier. Voilà. Donc, oui, c'était un ami. Voilà, Ouais. c'était un ami. C'est quelqu'un parce que dans nos professions, souvent, on travaille avec des gens pendant 3 ans, et puis après, on les revoit jamais. Ils disparaissent, ils partent. Voilà. Mais là, avec Jean-Michel, on avait gardé un bon contact, et c'était parce que c'était quelqu'un de formidable. Voilà. C'est bizarre de parler. Moi, il me semble que la porte pourrait. Il était tellement présent que on avait vraiment, je pense, à ses proches, à sa compagne adorable. Ils ont dû être stupéfaits, ça a dû être pour eux nucléaire, quoi, une disparition Alors. comme ça, parce que c'était un bonhomme énorme. Écoutez, voilà, moi je j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire concrètement sur notre copain, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Simplement, c'est que moi j'aurais voulu bien le rencontrer et à travers justement toi ainsi que Antoine Decaune, j'ai l'impression de le connaître un peu mieux. Parce que c'était, on me parle toujours de Jean-Michel Stewart comme quelqu'un de formidable. Il a laissé de sa trace, et je regrette vraiment que les gens de cette époque-là, de 2012 là, ne sachent pas qui il était en réalité, qui il était et ce qu'il a fait aussi pour faire avancer un tant soit peu la musique en France. Bien sûr, ben oui. C'est ça qui est dommage. Mais Parce c'est pour ça que c'est une émission, c'est un beau projet, il faut aller au bout, c'est bien, c'est magnifique, c'est bien, faut faire un devoir de mémoire, quoi, pour des gens comme ça, parce que il a juste, voilà, c'est un bonhomme qui a juste donné de la joie, de la bonne humeur, qui a fait en sorte que le spectacle se passe bien pour tout le monde, donc c'est un peu, il a été sur le devant de la scène, puis après il a su se mettre à l'ombre, mais il a fait vraiment une carrière sans faute, quoi, vraiment. merci infiniment, Philippe Manœuvre. Eh ben, je vous en prie. Merci Ouais. à toi.